Rocky Elsom, c'est un ancien rugbyman qui a fait une carrière très correcte. Non, non. Voilà, Mathieu Blanchard qui remporte la Diagonale des Fous. Donc c'est un Ultra Trails. Allez, on accroche. Hein. Oh L'entraîneur de Van, il est pas content. Il est pas content pourquoi ? Parce que bah, t'es sérieux ? Prends mon tête ! C'est pas possible ! Je prends que des têtes. Pardon. Victoire pour Carlos Sainz, ça doit lui faire plaisir. Lui qui va quitter Ferrari à la fin de saison montre qu'il était capable de faire de très belles choses avec Ferrari. Putain, j'y suis. Putain, il va pas le trouver. Voilà, c'est chez elle. Je me suis mis dans l'eau, rien à faire. Ah la chatte, derrière. Alexis Lebrun, bravo à lui, on félicite. Champion d'Europe en simple, champion d'Europe en double. Donc, je disais bonjour et bienvenue à tous et à toutes en ce jeudi 16 janvier. Bienvenue sur la Caféine TV. Aujourd'hui, beaucoup de sujets à traiter. C'est étonnant pour un jeudi, mais bon, c'est comme ça, il y a pas mal d'actu. De quoi on va se parler aujourd'hui ? On va se parler principalement, alors attention, on va se parler de foot. Forcément, il y a avec la suite des 16e de finale de la Coupe de France, puis on va se parler d'un autre sujet foot qui était en lien avec ce dont on a discuté hier, mais j'en dis pas plus. On parlera évidemment de l'Open d'Australie avec les Français qui continuent leur route dans le tableau masculin. Dans le tableau féminin, on n'a plus qu'une seule représentante française. On se parlera aussi de biathlon avec un tout petit connaissez-vous, parce que malheureusement pas beaucoup de sujets à amener autour de cette personne-là, mais voilà, on va se parler rapidement de biathlon. Salut Caraï, salut. Puis on terminera avec la liste du 15 de France qui a été dévoilée hier par Fabien Galtier. Et si jamais on a un petit peu de temps avant 8h30, on ira se regarder 2-3 highlights de basket. Mais quoi qu'il en soit, on regardera quand même les résultats parce qu'il y a eu des surprises, en fait, tout simplement, hier. C'était la journée des mal classés, je pense, en basket. Salut Cricri. Salut. C'était la journée des mal classés hier sur les parquets de NBA. On essaiera de se voir ça en toute fin de Café des Sports. Et on commence du coup tout de suite, hop, avec ce que titre l'équipe. Parce que c'est ça qu'on aime dans la Coupe de France. C'est les petits poussés. C'est les petits poussés qui viennent taper les gros. On se posait la question en début de semaine, est-ce qu'on va avoir
2-3 petits qui vont aller taper des gros. Eh bien oui, il y a un tout petit qui a tapé un très gros. Salut les sportifs, salut Domino. Bourgoin-Jallieu, qui pour moi jusque-là ne faisait que du rugby, est venu battre l'Olympique Lyonnais au terme d'un match qui aura été disputé, puisque c'est Bourgoin qui a ouvert le score, Lyon qui est revenu, Lyon qui est passé devant, Bourgoin qui ne s'est pas désuni et qui est revenu rapidement au score, et ensuite la séance de tir au but décisive, avec un gardien bergalien, je cherchais comment on disait, extrêmement performant dans cette séance de tir au but, vu qu'il a réussi à arrêter 3 des... Bravo Bourgoin, le PSG a eu chaud aux fesses. Oui, tout à fait, on va en parler juste après. Et donc je disais, oui, avec Ronan G, donc, on va le citer vu qu'il a fait un grand match, Ronan G qui a arrêté 3 des 5 tirs au but lyonnais. Non, 3, 2, pardon. 2, ils n'ont pas tiré le dernier. 2 des 5 tirs au but lyonnais. Il en a fait 2 sur 4. Ça fait du bien au cœur ce genre de petite épopée. Alors on va se regarder simplement le tir au but décisif. Je vais revenir avant. Voilà. Voilà, c'est encore un tir au but décisif, Greg. Sofiane Attic, et c'est fini. L'Olympique Lyonnais éliminé, Bourgoin-Jallieu en 8e de finale de la Coupe de France. C'est ça que l'on aime, on n'arrête pas de le dire, mais le monde amateur face au monde pro, mais cette équipe-là a été extraordinaire, le terrain est envahi. Petite pub pour Bein au passage, mais surtout une perf, alors qui fait plaisir, évidemment, quand on est lyonnais, ça fait pas plaisir, mais en tout cas, des scènes de joie et d'émotion qui font plaisir à voir. Faut avoir en tête que des clubs amateurs comme ceux-là, c'est vraiment je vais pas dire que c'est le sens de leur saison entière, c'est pas le cas, parce qu'ils ont un championnat et ils jouent, pour certains la montée, pour d'autres de ne pas descendre, mais cette parenthèse de la Coupe de France, voilà, et exister aux yeux du très grand public, ne serait-ce que pendant une semaine, c'est tellement fort pour eux que ça fait plaisir de voir effectivement de temps en temps certains petits venir faire des exploits comme ça, et ça n'a pas été les seuls. Hier soir, ça n'a pas été les seuls, puisque quand on regarde les résultats, donc Bourgoin qui vient à bout de Lyon, Cannes qui est un club de N2, donc juste au-dessus de Bourgoin-Jallieu, qui est venu sortir Lorient, club de Ligue 2. Bon, Brest et Nantes, c'était un duel de Ligue 1, Brest s'en est sorti. Taon a failli sortir Strasbourg. Ça s'est joué aussi au tir au but, et Strasbourg s'en sort sur la séance de tir au but. 3 clubs de Ligue 2 qui réalisent la performance d'aller sortir Rennes. Saint-Brieuc, club de National 2 aussi, qui sort Annecy. Toulouse qui a été sérieux contre Laval et qui a gagné à domicile 2-1. Angers qui gagne 3-2 contre QRM. Et Esplay qui jusqu'à la 85e faisait 2 partout contre le PSG. Alors là, le réveil ce matin, il doit faire mal. Esplay, n'importe quoi, Espali. Là, le réveil, il doit faire très très mal, parce que bon, le tirage au sort est fait, tu joues le Paris Saint-Germain, t'es content parce que t'as un match de gala, mais tu ne t'attends pas une seconde à te qualifier. Et puis, début du match, tu ouvres le score. Waouh, incroyable. Paris revient. Ils reviennent quand, Paris? Parce que c'est quoi le scénario du match? Ils reviennent à la combienième? Ah, c'est ça, ils reviennent en milieu de première mi-temps. Bon, ok. Et puis, Désiré Doué qui met le... Mais t'es à 1 partout, donc t'es pas mort. Jusqu'à la 60e, t'es à 1 partout. Donc là, tu te dis, il reste une demi-heure. Puis après, ça va vite, il n'y a plus de prolongation, c'est tir au but direct. Donc tu te dis, une demi-heure à serrer les dents, bah on y est en fait, pourquoi pas. Désiré Doué qui marque un but, t'égalises de suite. 2 partout. Et alors là, jusqu'à la 85e, t'es à 2 partout, t'y crois. Et malheureusement, Barcola et Gonzalo Ramos sur péno sont venus crucifier les espoirs d'Espali, qui étaient à, on va dire, une grosse dizaine de minutes
d'amener Paris au moins au tir au but, ce qui aurait été fort déjà. Dommage pour eux. Dommage pour eux. C'était le... Alors, la grosse cote, mais surtout le gros coup de tonnerre si jamais Paris était sorti. Déjà que Lyon qui se fait sortir, c'est déjà fort. Alors, Paris, n'en parlons pas. Ce qui veut dire qu'en club de Ligue 1, il reste Paris, Angers, Toulouse, Strasbourg, Brest, Lille, Reims, Nice. Sur 18 clubs de Ligue 1, il y en a 10 qui ont sauté. C'est aussi simple que ça. Alors, sur les 10 qui ont sauté, il y avait 1, 2, 3 duels entre Ligue 1, donc c'est normal qu'il y en ait 3 qui sautent. Mais pour les 7 autres, ils ont été sortis par des clubs plus faibles. Et je n'ai pas les stats et j'ai pas regardé, mais je pense que c'est assez rare d'avoir autant de clubs de Ligue 1 sortis dès les 16e de finale, quoi. Je trouve ça interpellant. Et je suis en train de réfléchir que les clubs de Ligue 1 sont rentrés en 32e, donc il y a eu des clubs qui ont dû sauter en 32e de finale. Mais mine de rien, que ce soit en 1 ou 2 tours, enfin voilà, on est au 8e de finale et il n'y a plus que 8 clubs français. C'est quand même assez rare. Donc voilà, bravo aux petits qui sont venus taper ou qui sont venus embêter les gros. Et je sais pas quand est-ce qu'il y a le tirage au sort, mais hâte de voir les prochaines rencontres. Et bon, force est de constater qu'avec les résultats qu'il y a eu, déjà que Paris était favori au tout début de la compétition, là, il n'y a plus Marseille, il reste Lille en gros concurrent. Il reste Nice. Et c'est tout, quoi. On va dire, dans le top 6 de Ligue 1, voilà, Monaco a sauté, Marseille a sauté, Lyon a sauté. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Il y en a encore ce... Ah, c'est le tirage au sort, c'est ce soir? Ok. Ok. Bon, ça fait du monde en moins, quoi. Donc on verra ce soir, du coup, le tirage au sort des 8e de finale. Et on va voir... Alors, là, clairement, avec le nombre d'équipes de N3 et de N2 qui sont encore qualifiées, si t'as des duels N2, N3 ou même N2, Ligue 2, ce genre de choses-là, tu peux t'attendre à avoir des tout petits poussés en quart de finale. Puis ça va vite, quoi, en fait. En fait, tu te rends compte que ça va vite, quoi. Que dans 8e, quart, demi, dans 3 matchs, t'es au Stade de France. Alors évidemment, faut avoir de la réussite sur les tirages, il faut faire les gros matchs au bon moment, mais t'en as plus fait qu'il reste à faire, quoi. Donc voilà, c'est ce qui clôt la page résultat de la Coupe de France. On va parler maintenant d'un autre sujet. Il y a 3 N3, il me semble. Tu peux avoir double duel N3, c'est possible. On va parler, comme titre l'équipe, des bords pelouses qui sont très encombrés. Mais pourquoi on parle de ça? Caraït n'était pas là hier, donc je fais un petit rappel. Hier, on a parlé de Mehdi Benassia, qui a encore fait le Calimero au micro de Beansport. Voilà, merci de le rappeler, Cricri. On a parlé de Mehdi Benassia qui s'est fait sortir par Turpin à la fin du match entre Marseille et Lille parce que voilà, il a eu une attitude très véhémente et de toute manière il n'y a pas eu que ça, il y a eu beaucoup de véhémence au bord du terrain. Olivier Létang aussi a dû être il n'a pas été exclu, mais il s'est embrouillé, Olivier Létang s'est embrouillé avec Benassia, avec De Zerbi. Voilà, ça a chahuté à la fin du match. Et en même temps, attention, c'est pas une excuse, mais voilà, c'est aussi ce que génère la frustration de prendre une égalisation à la 95e minute pour Marseille et contre les Lillois. Donc voilà, et j'avais souligné le fait que dans sa prise de parole, c'est même pas une interview, puisque en fait Benassia n'était pas prévu au micro de Beansport et c'est lui qui s'est incrusté
au micro de Bein. Son passage dure 8 minutes. Pendant 8 minutes, il fait que dire qu'en gros, l'arbitre l'a exclu. En fait, Turpin a exclu Benassia parce que le quatrième arbitre lui a demandé de l'exclure. Parce que Benassia cite le quatrième arbitre, vous m'avez menacé du doigt. Faisant comme ça, vous m'avez menacé du doigt. Et Benassia dit, moi je suis allé le voir pour lui dire qu'il y avait pénalty sur une action il y a une demi-heure. Bon. Et pendant son interview, il dit, je sais que je n'ai pas le droit de parler. Et hier, j'ai dit, sans savoir que l'équipe allait faire ça, c'est quand même fou que Benassia dise, pour se défendre, je sais que je n'ai pas le droit de parler, mais en fait, il n'y a pas de mais. Si t'as pas le droit de parler, si t'as rien à foutre sur le bord pelouse, le débat, il s'arrête là. Après, ce que dit Benassia, c'est pourquoi on l'exclut lui et pas tous les autres. Et ça, sur ce point-là, il a un peu raison. C'est-à-dire qu'en gros, Benassia, c'est sûrement celui qui est le plus véhément, qui crie le plus fort et qu'on voit le plus. Mais ce n'est pas le seul à aller mettre des coups de pression à l'arbitre, ce n'est pas le seul à être présent bord pelouse alors qu'il n'a pas à y être. Et pourtant, à chaque fois, c'est lui qui se fait sortir et pas les autres. Et sur ce point-là, il a un peu raison. Mais mon point de vue, c'est surtout, en fait, c'est pas parce que tout le monde fait de la merde que tu es censé le faire. Donc ton rôle, toi, c'est d'être directeur du sportif, c'est pas d'être deuxième entraîneur, c'est pas d'être... Enfin voilà, tu n'es pas rapporteur auprès du quatrième arbitre. Ouais. Fin de la parenthèse Benassia, enfin c'est ce que je pensais, mais aujourd'hui l'équipe sort un papier sur des bords de pelouse très encombrés et ça m'intéresse beaucoup parce que comme ça m'évitera de dire des bêtises. Parce que hier je disais qu'il avait rien à y foutre sur la pelouse mais j'étais pas sûr à 1000%. Donc en France, les zones de banc de touche et les abords du terrain sont souvent occupées par des personnes qui selon les règlements ne devraient pas y être. Trop souvent en Ligue 1 ou en Coupe de France, les abords de terrain sont occupés par des personnes qui n'ont pas à être là. Lors d'OM Lille 1 partout 3-4 au tir au but, mardi soir, dans les dernières minutes de la rencontre et même bien avant, la densité humaine y était particulièrement forte, bien au-delà des délégués ou du personnel en charge de la diffusion télévisée. Ainsi, lorsque le président lillois Olivier Létang est à quelques centimètres de la pelouse pour attraper le bras du quatrième arbitre alors que le match n'est pas terminé, il n'est pas à sa place. Le Conseil national de l'éthique s'inquiète de voir de plus en plus des fins de rencontres houleuses avec des personnes qui ne sont pas inscrites sur la feuille de match et qui n'ont pas à être dans ce périmètre. Explique Patrick Anton, son président. Quand l'on voit des grands championnats étrangers, il n'y a pas de président de club qui interviennent pour mettre la pression sur les arbitres. En France, on connaît les présidents car on les voit sur les terrains. Dans le règlement des compétitions de la LFP, ce sont les mêmes règles pour le match de Coupe de France entre Marseille et Lille. Il est indiqué. Pendant le match en Ligue 1, 19 personnes au total sont tenues de s'asseoir sur le banc de touche de l'équipe, 9 joueurs remplaçants et 10 personnes de l'encadrement technique et médical du club. L'entraîneur et ses adjoints, le médecin, le kinésithérapeute, le team manager, le préparateur physique. Mais normalement, pas au-delà, même si des exceptions peuvent exister, comme Laurent Nicolin, le président de Montpellier, qui a pour habitude de s'asseoir sur le banc. Oui, mais tu vois, déjà ça m'énerve. C'est-à-dire que on dit, normalement, il n'y a personne d'autre, sauf Laurent Nicolin. Laurent Nicolin, il a le droit. Pourquoi Laurent Nicolin, il a le droit? Parce qu'avant que ce soit lui qui soit assis sur le banc de touche, c'était son père, Louis Nicolin, qui était assis sur le banc de touche. Et c'est exactement l'image que j'avais en tête quand on parlait des gens qui avaient rien à foutre sur un banc de touche. Quand j'ai commencé à regarder le foot quand j'étais ado, j'ai cette image qui me revient en tête en permanence. Dès qu'il y avait un match à Montpellier, il y avait Louis Nicolin qui était déjà assez imposant et qui était assis sur la moitié du banc de touche là et qui râlait auprès de l'arbitre et qui insultait. Mais comme ça fait partie du folklore, on tolère en fait. Mais l'erreur, elle commence de là. C'est-à-dire pourquoi on a toléré pendant des années Louis Nicolin. Ce qui fait que comme on a toléré Louis Nicolin, quand Laurent reprend le club au décès de son papa, et Laurent, il fait pareil. Le texte poursuit. Un maximum de 8 personnes supplémentaires du club en Ligue 1 et 5 en Ligue 2 doit pouvoir suivre la rencontre depuis les premiers rangs de la tribune située derrière leur banc de touche et au plus près de celui-ci, à des places réservées à cet effet. Pas question en revanche de se balader au bord de la pelouse pendant le match, ce qui n'est pas souvent respecté. Et pas question non plus de dépasser, pour ceux qui sont sur le banc, la délimitation des pointillés devant eux. L'entraîneur et les autres personnes présentes sur le banc de touche doivent rester dans les limites de la surface technique, est-il clairement indiqué. Je vais écrire au président Diallo et Labrune. Oui, c'est vrai que avec tout ce qu'on a lu et entendu sur le poids de ces deux personnes-là sur les instances du foot français, je pense que ça servira totalement à rien du tout. Pour que ce sujet soit traité.
annonce Patrick Canton, qui s'agace de la mauvaise image renvoyée aux jeunes par les pros. Et je suis entièrement d'accord, parce que comment tu veux faire passer le message que dans le foot amateur, il faut arrêter de mettre des pressions à l'arbitre, il faut essayer d'apaiser cette tension délétère qu'il y a autour des terrains, si tu vois en fait que les pros, ils le font aussi. Comment tu veux justifier à un président de club qu'il n'a pas à aller s'embrouiller avec un arbitre à la fin d'un match de district, quand tu vois que Benatia le fait ouvertement, ou que Benatia et Létang le font ouvertement à la fin d'un match de Coupe de France diffusé devant des millions de spectateurs. Donc je maintiens ce que je disais. Benatia, hier, il a fait son Calimero, il a fait sa pleureuse, alors qu'en plus, il est en tort. C'est pas comme s'il était venu pleurer pour un truc où il n'y était pour rien du tout. Non. Le début du truc, quand même, c'est ton équipe égalise, et toi, le premier truc que tu fais, c'est que t'en profites d'un peu du tumulte pour aller voir le quatrième arbitre, qui, au passage, n'a pas d'impact quasiment sur les décisions de l'arbitre central, pour lui dire qu'il y a une demi-heure, il y avait péno, pour lui demander, en gros, d'aller s'excuser auprès du joueur et de lui dire qu'il y avait péno, parce que c'est vrai que ça change tout. Le match, il est terminé, en plus c'était 95e, un match terminé. C'est vrai que aller demander à l'arbitre d'aller voir un joueur pour lui dire désolé, on s'est trompé, il y avait pénalty. Est-ce que tu penses que ça change quelque chose? Est-ce que tu penses surtout que l'arbitre va le faire? Donc c'est une demande débile qui n'a aucun sens, et le seul but, c'est de mettre, comme d'hab, la pression à l'arbitre. Bref. Donc, je maintiens, Benatia n'avait pas à venir râler, parce que de base, il n'avait rien à foutre là. Et encore moins à aller parler à l'arbitre. Et surtout qu'en plus, Benatia, sur plein de points à l'Olympique de Marseille, il fait du bon taf, selon moi. Mais on ne lui demande pas d'être... c'est pas c'est même pas une histoire de... Enfin, il n'a pas à venir à chaque fois au frontal comme ça, c'est pas ce qu'on lui demande, quoi. C'est pas ce qu'on lui demande. Bref. Donc voilà. L'équipe qui enfonce le clou sur ce dont on a pu parler hier. Et ça fait plaisir, mais c'est vrai que ça met aussi en perspective un truc, c'est que on a vraiment focus Benassia parce qu'il est venu se plaindre, mais au final, Olivier Létang, c'est pas mieux. Et au final, c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui des matchs de Ligue 1, il y a souvent des types qui sont sur bord pelouse qui ne servent à rien. Enfin, pas qui ne servent à rien, mais qui n'ont rien à faire là. Donc, j'espère que ça changera, mais en tout cas, j'en suis pas persuadé. Entièrement d'accord, il devrait être exclu de stade pendant un moment. Ouais. En fait, le truc qu'il y a, c'est qu'il devrait être exclu de stade pendant un moment, oui. Bah, de toute manière, son carton rouge fait que de toute manière... En fait, pour moi, c'est lunaire, parce que Turpin, il met un carton rouge à Benassia. C'est-à-dire qu'en gros, il exclut un type qui, de toute manière, n'était pas censé être là. Quelle est la valeur de ce carton rouge? Je sais pas, moi. C'est bizarre. C'est bizarre. Pour moi, il faudrait d'autres sanctions. Plus financières, en fait, pour moi. Parce que exclu du stade, ok, d'accord, tu l'exclus des stades pendant 4 matchs, 5 matchs, 10 matchs. Et puis au 11e match, ben, il va revenir, quoi. Il va continuer. Parce que cette forme de pression qu'il met est utile et fonctionne. En fait. Le fond du truc, il est là. C'est que ça fonctionne. C'est que, comment dire, consciemment ou inconsciemment, cette forme de pression fait que, sur des décisions qui sont à la fameuse appréciation de l'arbitre, au bout d'un moment, les coups de pression répétés de Benassia vont influer. Dans un sens ou dans l'autre, selon, je pense aussi, la personnalité de l'arbitre. C'est-à-dire qu'il y a des arbitres qui ne peuvent plus saquer Benassia et qui auront peut-être tendance à un moment donné à dire « Vas-y, il me saoule, je vais pas siffler en sa faveur. » Sur des actions très litigieuses, ben, je vais pas avoir envie d'aller de son côté. Et d'autres qui veulent éviter les engueulots, veulent éviter les embrouilles et tout ça, et sur des actions très litigieuses vont dire « Bon ben, voilà. On sait que d'un côté, si je siffle d'un côté,
ça va passer. Si je siffle de l'autre, je vais me prendre la tronche pendant un quart d'heure avec Benassia. J'ai pas envie de subir ça. Je vais aller dans son sens. Sauf que non, les arbitres devraient pouvoir prendre leurs décisions en âme et conscience. Et on n'a pas à leur ajouter ce genre de pression psychologique par-dessus. Allez, on tourne. On va se parler de l'Open d'Australie. L'Open d'Australie avec nos Français qui continuent leur chemin. Hier, nous avons eu la qualification d'Arthur Fils face à Quentin Halys, pardon. Hugo Humbert, lui, a gagné en 3-7 face à Habib, ça on l'avait dit, c'était quand même exactement prévisible. Arthur Cazaux, malheureusement, a perdu contre Firnley en 4-7. On parlera après un petit peu d'Arthur Cazaux, mais plutôt du match d'Arthur Cazaux et pas forcément du personnage en lui-même. Benjamin Bonzi, hier, on en avait déjà parlé, était déjà qualifié pour le troisième tour qui se jouera ce soir. Donc ça, c'était pour les qualifiés, en tout cas de hier matin. Et donc ce matin, nous avons eu droit à la victoire de Gaël Monfils sur Altmaier en 3-7 sec. Même si c'est pas noté ici, Monfils est au troisième tour et il jouera au troisième tour. Taylor Fritz, ça va être dur. Ça va être dur parce que j'en parlais, pour moi, Taylor Fritz, ça fait partie des gens qui peuvent se retrouver en finale. Donc, on verra. On verra, mais pour moi, là, le troisième tour, il va être... Après, mon fils est capable de faire des exploits et de créer des exploits, et je serai le premier heureux et ravi qu'il nous fasse cet exploit-là. J'ai du mal à y croire, face à Taylor Fritz. Et Borges, oui, Borges, il est là. Borges, il joue Alcaraz. Il joue Alcaraz ce soir. Bonne chance. Mais après, Borges, il est sur une phase ascendante. Donc, sky is the limit, quoi. J'ai envie de te dire. Sky is the limit. Non, mais c'est vrai, pas de bol quand même. Il y a deux Portugais dans le tableau. Il y en a un qui tombe sur Alcaraz au troisième tour et l'autre, il est tombé sur Djokovic au second. Faria. Jaime Faria. Mais on le suivra. Ça me fait marrer. Ça me fait rire. Donc on les suivra sur les prochains tournois. Mais maintenant, il y a deux Portugais à suivre. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc, on a dit également fils au troisième tour. Ça, c'est fait. Et il nous reste un dernier Français. Et quel Français? Coco Moutet qui, lorsque j'étais en train de préparer ce café des sports, était en train de ferrailler contre Kruger, qui est un qualifié américain. Il a lâché le premier set avant de gagner le second. Dans le troisième set, Corentin Moutet menait 5-7-2. Et Kruger a aligné 5-7-2, mais n'importe quoi, 5 jeux à 2 dans le troisième set. Et Kruger a aligné 4 jeux consécutifs. On dérange comme au foot, pas grave, on s'accroche, ouais. On va dire ça. Kruger a aligné 4 jeux consécutifs et donc Moutet avait loupé, je crois, 3 balles de set. Enfin, vraiment, ça puait le troisième set qui te fait sortir du match. Et il a réussi à se remettre la tête à l'endroit juste avant de se faire sortir, enfin, de perdre ce troisième set pour revenir à 6 partout et gagner le tie-break. Donc, j'ai pas regardé depuis, mais il y avait 2-7-1 pour Corentin Moutet il y a une demi-heure. Et maintenant, il est où Coco? Il a gagné. Coco Moutet a gagné en 4-7. Il a gagné 6-4 le quatrième set. Coco qui est toujours là. Et alors là, par contre, maintenant qu'on sait à peu près ce qui va se passer sur les troisièmes tours, bon. On a 5 Français. Donc on en avait 8 au second tour, 5 au troisième. C'est plutôt un bon ratio. Surtout si tu intègres dans ces matchs-là le fait que Hugo Gaston a abandonné parce qu'il était blessé. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Arthur Fils, Hugo Humbert, bon, on aura un Français en huitième de finale, c'est déjà acté. Et honnêtement, je n'ai aucune idée de qui peut gagner ce match. J'en ai aucune idée. J'ai aucune préférence et aucune idée. La seule chose que je pourrais dire, c'est que Hugo Humbert a eu des matchs plus faciles
qu'Arthur Fils. Arthur Fils a lâché 1-7 dans ses 2 premiers matchs, alors que Humbert, pas du tout. Donc, un petit peu plus de fraîcheur pour Hugo Humbert. Un service un peu meilleur pour Hugo Humbert que Arthur Fils. Et sur une surface rapide, ça peut jouer. Donc, allez, tout petit avantage pour Hugo Humbert, mais vraiment tout petit. Et ça sera un match très intéressant. Et comme je l'avais dit quand on en a parlé lundi de cet Open d'Australie, ce match-là va être très intéressant pour en fait mettre un petit peu en lumière un avantage psychologique et pour pouvoir vraiment dire c'est qui notre meilleur tennisman français actuel. Même si ça sera la vérité que d'un match, c'est intéressant de voir les 2 numéros 1 français se rencontrer dans un match d'importance, puisque c'est pour une qualif pour les 8e de finale de l'Open d'Australie. Donc ce match-là, déjà, il est intéressant. On va rester sur cette partie de tableau. Il va y avoir Benjamin Bonzi contre Lehečka. Double avantage pour Lehečka. Déjà, son talent intrinsèque qui, on va dire, de base, sur un match sorti totalement de contexte, Lehečka, Bonzi, j'ai envie de te dire, c'est Lehečka qui gagne. En tout cas, qui va gagner. Si, comme dirait une personne qu'on a en commun, Karaï, Lehečka, s'il joue le match 10 fois, il le gagne 8 fois, on va dire. Mais là, on est à l'Open d'Australie. Il y a eu des matchs avant. Benjamin Bonzi a été, on va dire, solide. Il a été solide contre Goffin. Et derrière, il a été solide contre Passaro, même s'il a concédé un set. Salut Val, comment ça se passe en double, lol? Écoute, j'avais vu que Rinderknecht et un autre Français dont j'ai plus le nom ferraillé hier, mais j'ai pas plus regardé que ça, mais on peut prendre 2 secondes pour regarder, évidemment. Je termine ça, et si tu veux, on regarde, bien sûr. Donc, je dirais quand même avantage des HK, mais bon, il nous surprend jusque-là, Benjamin Bonzi, donc pourquoi pas un tour de plus. C'est pas non plus une montagne. Il ne joue pas Sinner ou Djokovic ou Zverev. Il joue les HK, donc écoute, le match doit se jouer. Sur le papier, avantage les HK, mais on sait pas. On sait pas. Et là où ça devient intéressant, c'est là. Donc comme je l'ai dit, mon fils contre Fritz, bon, pour moi Fritz malheureusement, même si je croise tout ce que je peux croiser pour que mon fils passe, mais j'ai du mal. Et par contre, grosse cote, donc annonce. Là, annonce, maintenant que je sais que Moutet il s'est qualifié. Moutet il va jouer Medvedev. Est-ce que Medvedev il s'est qualifié ou pas encore? Il est où? Il est où Medvedev? Il n'a pas encore joué. Il n'a pas joué. C'est une blague. Tableau. C'est une blague. Ok. Ah oui. Non, d'accord. Il n'a pas encore joué. Medvedev. Il n'a pas encore joué. Mais normalement, Medvedev devrait se qualifier pour le 3e tour. Et j'annonce. Moutet, Medvedev au 3e tour. Moutet passe. Pour la simple et bonne raison que Medvedev va disjoncter contre Corentin Moutet. C'est une quasi-obligation. Corentin Moutet, c'est typique. C'est le joueur qui, typiquement, déjà qu'il n'en faut pas beaucoup pour faire exploser Medvedev, mais Moutet, il peut lui faire péter la marmite. Il suffit que pendant un set, il lui envoie 45 amortis et 35 coupés et 25 services à la cuillère. Je pense que Medvedev, il passe le filet et il lui casse la gueule. Donc pour moi, la grosse cote, elle sera là. Il va y avoir 3-7 Medvedev et salut, au revoir. Mais voilà, j'annonce ça. Donc voilà, ça c'était pour le tableau masculin. Tableau féminin, rapidement, on va voir comment s'en sort notre dernière française en lice. Elle est où Gracheva? Et ben voilà, elle s'en sort qu'elle a perdu. Ok, les doubles, ça fait que commencer. Ouais, mais je crois que c'était hier, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, plus de françaises dans le tableau féminin. Donc c'est réglé. Il ne restait plus que Gracheva qui vient de perdre contre Lys, qui était une lucky loseuse. Donc sortie des qualifications.
Comment je peux voir les tableaux de double? Ça, c'est une belle question, ça. Ah. Open d'Australie. Tableau double. Hein? Hein? Bon, bah, bien manifestement, non, t'as sûrement raison, ça n'a pas commencé. Alors, c'était quoi? C'était des qualifs peut-être que je voyais. C'était peut-être les qualifs que je voyais hier ou avant-hier. Ok, bon, bah écoute, pas d'infos. Pas d'infos pour l'instant. Oui, pas mal de Taïwanais dans les doubles. Ah ah, c'est pour ça. Si, les premiers matchs hier, mais attends, mais je vois rien. Donc c'est que l'équipe les a pas. Tableau double Open d'Australie. Australie! Encore? Bah c'est fou ça. Je me ça. Ok, mais... Première fois que je suis obligé de passer par Wikipédia pour avoir des infos là-dessus, quoi. Ok. Ok. Ah, c'est ça que j'ai vu. Winderknecht et Guinard. Je les ai vus jouer. Ok, bon, je t'avoue qu'il faudra. Mais l'équipe est à la ramasse. Ouais, bah écoute, ouais, mais en même temps, c'est compliqué d'avoir des infos, quoi. Ils ont sûrement un. Je vais faire ça, ouais, voilà. Mince. Ils ont sûrement un site. Bon, le problème qu'il y a, c'est que ça parle anglais, il va falloir que je sois bon. Tournament. Yeah. Tournament. Draws, results, match schedule, practice, player station. Draws. Men's double. Ah, on y arrive. On y arrive. Alors, ils sont où tes petits Taïwanais? Petits d'ailleurs, j'en sais rien. Pourquoi je dis petit, je sais pas. On va zoomer un peu parce que vous n'avez pas grand chose. Voilà. Déjà, il faut que je repère le drapeau de Taïwan. Et ça, c'est pas gagné. T'es sûr que t'as les Taïwanais dans l'histoire? J'en vois pas, hein. On est d'accord que ça, c'est... bon, ça, c'est les États-Unis. Ça, c'est l'Inde. Uh-huh. Non, ça, c'est Uruguay ou un truc comme ça. Oh là là! Qu'est-ce que je vois, Caraï? La Dream Team! La Dream Team est là! Alors peut-être la victoire de la paire portugaise en double à l'Open d'Australie. Attends, là ça me met le doute. On est d'accord, ça c'est l'Inde. Hein, oui, c'est l'Inde. Merde. Non. Ok. Bon, écoute, je vois pas de Taïwanais. Sauf si je reconnais pas le drapeau, ils vont être prêts en plus. Bah oui, forcément, ils sont pas emmerdés par un tableau de simple. Donc, qu'importe, mais tant qu'on y est quand même, est-ce que la paire française que j'ai vu jouer s'est qualifiée ou pas? Eh bien, pas du tout. Donc, déjà, la paire française, elle a dégagé. Olivietti, il a dégagé. Roger Vasselin, il est encore là. Donc, il y a un Français qui est passé au second tour. Oh, ça va pas être très intéressant. Côté français, en tout cas. Cazot, qui a perdu en simple, a perdu aussi en double. Bah, c'est super. Il reste la paire française ici, qui est une paire classée. Fabien Reboul, alors j'ai plus son prénom à lui. Sofiane Sadio. Sadio Doumbia était pressenti pour faire les Jeux Olympiques en double. Donc c'est pas n'importe qui. Donc il faudra quand même un petit peu les suivre. Et ça sera quasiment les seuls Français à suivre dans ce tournoi de double.
Merci hein, Val hein, pour m'avoir fait chercher le tableau de double pour trouver des Taïwanais qui n'y sont pas, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. On ne t'en veut pas. Quelle heure il est? 8h15. Waouh, va falloir que j'accélère de fou. Je vais en parler rapidement parce que c'est quand même incroyable. Les Français ont encore une mauvaise réputation. Mais en fait, ça dépend comment on voit la chose, parce que tu peux dire que c'est de la mauvaise réputation. Moi, je trouve que c'est ultra marrant et ça me fait vraiment sourire. Grosse communauté française en Australie. Et de ce fait, chaque Français est très 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 encouragé sur les cours. Et notamment, Arthur Cazot hier pour son second tour. Écoutez ça. Mais le problème, et ça ne vous aura pas échappé, quand vous regardez le score en bas à gauche, ce n'est pas du tout le match d'Arthur Cazot. Arthur Cazot est encouragé, mais ce n'est pas lui. Qu'est-ce qui se passe? Bah tout simplement, Arthur Cazot, il joue sur le court d'à côté. Et c'est les supporters du court d'à côté qui font tellement de bruit que ça vient gêner Davidovic Fokina et Auger Aliassime. Et donc il s'est passé un truc. Donc on était à 4-3 dans le début, c'est tout début du match. Les deux joueurs ont demandé de changer de cours parce qu'ils étaient gênés par le bruit. Bah, je trouve ça débile. Et ça a été accepté, hein. Ils ont vraiment changé de cours. Hein. Je trouve ça vraiment, vraiment débile. Le sport, quel qu'il soit, ce qui crée les émotions aussi, c'est les gens qui viennent te voir, c'est les supporters, c'est machin. Alors évidemment qu'il faut que ce soit un minimum cadré, mais on est d'accord qu'on n'imaginerait pas, et on l'a vu pendant le Covid, le sport n'avait quasiment aucune saveur pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait personne dans les tribunes. Enfin, à part certains sports, et je cherchais des sports type le golf ou le billard, des sports qui sont très 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 on va dire aseptisés, mais en fait il y a un moment donné, si tu reviens à la base de la base du truc, même quand tu joues dans un club amateur, ça te enfin tu vas jouer un match de district, si tu as personne bord pelouse pour venir voir ton match, c'est triste. Si tu reviens à la base quoi, du truc. Et moi, alors oui, effectivement, le problème du tennis, c'est qu'on a habitué les joueurs de tennis à jouer dans le silence. Parce que on doit entendre le bruit de la balle, machin et tout ça. Donc oui, effectivement, quand deux joueurs vont jouer un échange, on demande au public de se taire. Ce qu'ils font. Sauf que comme ils sont sur le court d'à côté, évidemment, les échanges ne se font pas en même temps que sur le court là. Donc quand ils encouragent entre les points à côté, mais parfois c'est pendant les points ici. Mais bon, il y a un moment donné, fais avec quoi. Fais avec et enfin voilà, et évolue aussi avec ton temps. Et je trouve ça incroyable qu'il l'ait demandé. Et je trouve ça incroyable qu'il l'ait accepté. C'est fou, moi. Bref. Donc voilà. En plus, ça ne servait à rien parce que Cazot, il s'est fait sortir. Bon, allez, on va pas faire toute la vidéo, hein, mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Vous avez compris l'idée. Je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Pas plus d'infos, donc en fait, voilà, ils disent que c'est pas la première fois et que
Entre Arthur Fils et Quentin Alice, ça a été pareil. Il y a eu beaucoup de bruit qui a été fait, surtout que c'est deux Français. Le match de Benjamin Bonzi. Ah voilà, c'est ça surtout que je veux voir. Benjamin Bonzi a eu droit aussi à son COP, près du cours numéro 15, lors de son match face à David Goffin. On a croisé des spécialistes. C'est bien ce que tu nous fais, Benjamin. Bonne longueur et dépressé. Bon, tu plies ça maintenant. On va aller voir Caro, parce qu'il y avait Caroline Garcia qui jouait. Hier, face à Francesco Passaro, on a scandé Forza Bonzi. Ça n'a pas eu l'air de déranger le jeune Italien qui était en face de Benjamin Bonzi, qui fredonnait ohé ohé avec les cœurs français. Donc, en fait, voilà, ça dépend. En fait, il faut que tu prennes le truc de la bonne manière. Félix Auger-Aliassime, j'imagine que si... quand il fait la tournée américaine, si jamais il y a toute une communauté canadienne qui vient supporter Félix Auger-Aliassime, il sera content en fait. Ça fait partie du sport quoi. Donc arrêtons de pleurer et de faire les princesses comme tu dis Caraï. C'est débile. C'est débile. C'est débile. Bon voilà. Le petit sujet sur Emilien Claude, on va le sauter, il reste 10 minutes. Je préfère qu'on parle rapidement. Hop, je vais dézoomer. Du groupe du 15 de France qui a été sélectionné par Fabien Galtier. Alors, pas de grande révolution. Et peut-être que la révolution, justement, elle est là. Je m'explique. On va en parler de suite avant de parler des 3-4 nouveaux. Quand on va regarder la liste des demi d'ouverture, on lit Mathieu Jalibert. Alors, pour ceux qui auraient oublié, Mathieu Jalibert, au dernier rassemblement du 15 de France, pour la tournée... c'était où d'ailleurs? Bref, qu'importe. Mais c'était en France, je crois. Oui, c'était en France. Mathieu Jalibert, il y a eu des tumultes autour de lui, parce que... et j'avais dit que je cautionnais pas du tout ce qui s'était passé. Puisque, en gros... en fait, j'ai l'impression que les médias ont monté en épingle un truc qui aurait dû rester en interne. Mathieu Jalibert ne fait pas de belles prestations en équipe de France. Ça fait 1 an que Romain Ntamack est blessé. Et quand Romain Ntamack jouait et que Mathieu Jalibert rentrait, ça marchait plutôt bien en fait. C'est-à-dire que Ntamack faisait 60 minutes et les 20 minutes que Jalibert jouait en équipe de France étaient plutôt correctes. On va pas dire phénoménal, mais était correct. Même pendant la Coupe du Monde 2023, ça a été à peu près ça. Non, c'est n'importe quoi, puisque la Coupe du Monde 2023, Ntamack était déjà blessé. Mais par exemple, à la Coupe du Monde 2023, le match contre le match contre l'Afrique du Sud, j'ai pas souvenir que Jalibert fasse un match incroyable. Ce que je veux dire par là, c'est que Jalibert n'a pas forcément de match référence avec le 15 de France, puisque il a souvent été remplaçant et bon en tant que remplaçant, mais à chaque fois qu'il a été positionné en poste sur le titulaire, il a été au mieux moyen et parfois mauvais, mais jamais excellent. Et je pense que dans sa tête, ça a été compliqué tout ça. On arrive à ce dernier rassemblement qui sonnait un petit peu le dernier rassemblement avant le retour d'Ntamack en équipe de France. Et Jalibert fait encore le premier match, il est moyen de Jalibert, il est pas bon. Du coup, le deuxième match, il y avait 3 test matchs. Sur le deuxième match, Galtier décide de mettre Jalibert sur le banc et de positionner Ramos en 10. Et Jalibert décide, en tout cas c'est comme ça que nous le relatent les médias, décide de rentrer chez lui. Voilà, il dit je quitte le groupe du 15 de France. Ça arrive un petit peu à la même période que l'histoire Mbappé. Alors je ne fais pas de parallèle, mais à ce moment-là, le parallèle on le fait très facilement, parce qu'il y a la même histoire avec Mbappé où il ne veut pas aller au match de qualification avec le Real Madrid et tout ça, et bon, on met de côté le côté judiciaire avec la Suède, mais voilà, il y a le côté joueur qui ne veut pas jouer pour sa sélection. Et donc, Jalibert, il boude, parce qu'il n'est pas titulaire, il décide de quitter le 15 de France, bon bref. Il s'avère que quelques jours plus tard, Jalibert fait une interview où il explique qu'en fait, il était pas bien, psychologiquement, il est en difficulté et dans une impasse, et il est allé voir Fabien Galtier pour lui expliquer son mal-être, et Galtier lui a dit, écoute, ça ne sert à rien que tu restes au 15 de France, tu tournes en rond, tu n'es pas dans un bon état, rentre à Bordeaux te ressourcer.
C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc derrière, tous les médias ont dit ouais mais non, c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça, c'est sûr, il s'est embrouillé avec Galtier, on reverra plus Jalibert en équipe de France. Patin, coup fin, Jalibert n'a rien dit de son côté, Galtier n'a rien dit de son côté. Et là, nous avons une nouvelle liste du 15 de France et nous avons sélectionné en demi d'ouverture Mathieu Jalibert. Voilà, donc tout ce ramdam pour rien. Walou. En fait, voilà, c'est exactement ce qui avait été dit. Jalibert, il n'était pas dans un bon mood, et ça peut se comprendre. Il a eu 1 an pour essayer de piquer la place à Ntamak en titulaire du 15 de France. Il n'a pas réussi. Tu peux comprendre à un moment donné que tu puisses encaisser le coup, quoi. Ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre et c'est tout, en fait. C'est juste tout. Et donc là, on revient sur un système classique où on va avoir évidemment Ntamak en titulaire et Jalibert qui rentrera pour les 10-15 dernières minutes pour terminer le match. C'est tout, en fait. C'est tout. Et il n'y a pas d'histoire. Donc, au niveau des nouveaux joueurs sélectionnés, nous allons avoir tout d'abord Rabat Slimani. Alors, un nouveau joueur. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Slimani. C'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, j'ai entendu une interview de lui où il était à Clermont et il était milieu de classement, Clermont qui fait pas de grands résultats actuellement. Il arrive à la fin de son contrat, il a 34 ans à l'époque. Pour lui, bon voilà, on se dirige vers une fin de carrière. Et là, son agent lui dit, écoute, il y a le Leinster, donc l'équivalent de Toulouse mais en Irlande, qui te veut. Et Slimani, il dit... Dans quel monde ils me veulent? Enfin, je suis fini, quoi. Et si, ils te veulent, quoi. Très bon attaquant, Slimani, j'aime bien. Oui, et c'est pas le même. Hein. C'est pas le même. Et je suis à 2 doigts de dire peut-être que même Rabat Slimani, à la place de... C'était quoi son prénom? Bref, à la place de l'ancien attaquant de Lyon, je suis pas persuadé que Rabat Slimani soit plus efficace. Parce que dos au but, tu lui prends pas la balle. Beau bébé, hein. Beau bébé. Donc, tout ça pour terminer sur cette histoire de Slimani, il a été surpris d'être sélectionné par le Leinster, et il a été encore plus surpris d'être titulaire avec le Leinster, mais sur un circuit qui lui plaît plus parce qu'il y a moins de matchs. Il y a moins de matchs dans la Ligue irlandaise, donc il a plus le temps de préparer ses matchs, et à 35 ans, ça lui fait du bien. Et du coup, il fait des belles prestations, et il est resélectionné de l'équipe de France. Islam, c'est vrai, j'avais oublié qu'il s'appelait Islam. Mais voilà, moi je pense que Rabat est... Ouais. Je le tente très bien, ouais, tu vois là. Tu vois, un club qui cherche un attaquant, je mettrais bien Rabat Slimani en pointe. Voir ce que ça fait. Bon, après, il faut que le ballon ressorte de ses pieds. C'est peut-être là le plus compliqué. Mais en tout cas, à partir du moment où il a le ballon dans les pieds, c'est fini. Tu prends plus la balle. Bon bref, donc tout ça pour dire que belle récompense pour lui. Par contre, on n'est clairement pas sur... on prépare pas l'avenir, quoi, là, clairement, avec Rabat Slimani. Et d'ailleurs, avec Uni Antonio non plus, hein, 34 ans, 35 ans. Même Dorian Aldeguerri, voilà, Coupe du Monde 2027, il aura 34 ans. On est au bout, là. Après, il y a aussi Georges-Henri Colombe, qui est le petit jeune sur ce poste de pilier droit. Et ça serait bien qu'il fasse des bons matchs, Georges-Henri Colombe, parce qu'on voit que derrière, il n'y a personne. Hein. Derrière Georges-Henri Colombe, pour l'instant, on n'a pas de jeunes qui poussent. Donc ça serait bien que, c'est dur à dire, Georges-Henri Colombe se fasse une place en tant que titulaire de pilier droit et qu'il fasse des gros matchs. Pilier gauche, bon, j'en ai pas parlé, mais c'est du classique. Au niveau des talonneurs, on va retrouver Maxime Lamotte, le talonneur de l'UBB, mais qui, bon, a peu de chance de... Il va peut-être grappiller quelques minutes, mais derrière Julien Marchand et Peato Movaca, ouais, c'est compliqué de se faire une place parce que les deux, là, c'est très très fort quand même. C'est très très fort et sauf blessure ou autre, ça ira au mondial. Hein. Deuxième ligne, nous allons retrouver... Hugo Oradou, ça y est, on a mis derrière toute l'histoire en Argentine avec les accusations et tout ça. C'est passé, sélectionné en équipe de France. Alors eux, ils sont pas passés loin de la catastrophe quand même. Hein. Gégou et Oradou quand même. Mais, écoute, moi je ne regarde pas les matchs de Pau, donc
Je saurais pas dire si c'est justifié. Mais il faut qu'ils soient conscients de la chance intergalactique qu'ils ont de pouvoir continuer à faire leur sport et que ça se passe, on va dire, pas si mal. Ouais, c'est les copains, mais en fait, voilà, il y a deux sujets. Il y a le sujet, on va dire, totalement légal, où apparemment ils ont rien fait d'illégal, et après, il y a le sujet moral, où tu te dis, bon, bah, ils ont le droit de faire la fête, certes, ils ont 21 ans, on a tous eu leur âge, donc ok, mais à quel moment t'es assez débile pour faire ce qu'ils ont fait? Et bon, voilà. Mais bon, écoute, c'est passé. C'est pas dit non plus qu'on les voit titulaires, parce que pareil, hein, Emmanuel Meafou, qui est le titulaire en puissance, Thibaut Flamand, qui est là aussi, il rentrera sûrement. Il rentrera sûrement, mais pas en tout cas dans le 15 titulaire pour le moment pour Hugo Radou. Il n'a que 21 ans, donc il a le temps. Troisième ligne. Rien de... Oscar Gégou, hein, même sujet que pour Hugo Radou. Même si là, la différence qu'il y a, c'est que pour se faire de la place, ça va être compliqué. Parce que la troisième ligne, François Cross, Anthony Gelonche, Grégory Aldrit, Paul Boudéan, c'est verrouillé là. Là, c'est verrouillé. Et la chance qu'a Oscar Gégou, c'est que Charles Olivon s'est pété. Il s'est blessé pour encore plusieurs mois. Donc, il y a un peu une place à prendre, au moins dans la rotation. Mais c'est pareil, hein, on n'est pas sur le titulaire. Marco Gazzotti, le petit Bordelais qui est là aussi, 20 ans. Donc, il y a quand même 2-3 petits jeunes qui sont à droite à gauche et qui vont être intéressants à regarder. Demi de mêlée, Antoine Dupont, Nolan Le Garec, pas de surprise. Demi d'ouverture, on vient d'en parler, pas de surprise. Au niveau des centres, on va retrouver Moefana, qu'on a l'habitude de voir. On va retrouver De Porter, qu'on a déjà vu. Pour le reste, c'est très nouveau. Parce que il n'y a pas de Jonathan Danty. Parce que il n'y a pas Gaël Ficou. Donc, on va retrouver Pierre-Loup Barassi. On va retrouver Emilien Gaëton, qu'on a déjà vu dans les test matchs et qui avait été très bon. On va retrouver Antoine Frisch. Et on va retrouver Noah. Alors, je ne sais pas si on dit Néné ou Nen. Je ne sais pas comment on prononce. Mais qui est un joueur qui appartient au Stade Français, mais qui actuellement joue à Dax en Pro D2. J'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Ça donne quoi le classement top 14? Premier UBB, deuxième Toulouse. Et j'ai pas la suite. Il y a Toulon qui est dans les 3-4 premiers. Bayonne est dans le top 6. Qu'est-ce qui c'est qui me manque? Clermont doit pas être moi, mais c'est pas eux. Doit y avoir La Rochelle qui traîne par là. Voilà. Il m'en manque un. Mais je l'ai pas en tête, celui qui me manque. Donc, on a... Ça nous étonnerait de voir Deschamps sélectionner un joueur de Ligue 2, par exemple. Mais c'est pas la première fois que Galtier ose sélectionner, pas pour des matchs amicaux, pour le tournoi à destination, ose sélectionner des joueurs qui jouent actuellement en Pro D2. Ça, c'est très fort. Et ensuite, on termine avec Léo Barré et Thomas Ramos. Donc, ce sera Thomas Ramos, évidemment, le titulaire à l'arrière. Et aux ailes, on retrouve principalement Penaud et Bielbiarré, qui seront les deux ailiers titulaires. Et derrière, on retrouve Atisogbe, et Gabin Villiers, qu'on a déjà vu en équipe de France, et Dréan, qui fait sa première sélection. Voilà, on arrive au bout. On arrive au bout de tout ça. Tu m'as demandé le classement du top 14. C'est le bonus avant que je me barre. Donc, l'UBB est premier, Toulouse deuxième, troisième Toulon, quatrième Clermont, cinquième Bayonne, sixième La Rochelle. Je les avais. Pas dans l'ordre. J'avais pas en tête que Toulon était... Enfin, en gros, j'imaginais qu'il y avait quelqu'un de troisième juste avant Toulon, et sinon, après, je les avais. Je pensais que La Rochelle était troisième, voilà, pour être précis. Et dans le fond de la gamelle, on retrouve Val, avec son entraîneur Peureuse. Et le Stade Français, ça craint pour le Stade Français, quand même. Ça craint. Stade Français, l'année dernière, c'est demi-finale de top 14. Hein. La 13e, ça fait mal. Hein. Après, ils sont pas loin. Hein. En 2 matchs, ils sont 9e. Hein. Mais bon. Donc voilà. Voilà. GG. Bon, ça rapporte rien de savoir ça de tête, hein, mais voilà.
Je suis obligé de couper en vitesse parce que, comme hier, je suis en retard. Pareil, 8h33, 3 minutes de retard, ça va être la catastrophe pour aller travailler. C'est pas grave, j'accélère. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle fin de journée. On se retrouve ou demain matin, ou on se retrouve ce soir, ça dépend. On verra ça. Belle journée à tous et à toutes. C'était JM. Salut! Rocky Elsom, c'est un ancien rugbyman qui a fait une carrière très correcte. Non, non, non. Donc voilà, Mathieu Blanchard qui remporte la Diagonale des Fous. Donc c'est un Ultra Trails. Allez, on accroche. Hein. Oh L'entraîneur de Van, il est pas content. Il est pas content pourquoi? Parce que bah déjà, c'est pas possible. Je prends que des têtes. Pardon. Victoire pour Carlos Sainz, ça doit lui faire plaisir. Lui qui va quitter Ferrari à la fin de saison montre qu'il est capable de faire qu'il était capable de faire de très belles choses avec Ferrari. Ah si, Putain, j'y suis. si. Putain, il va pas le trouver. Voilà, c'est chez elle. Je me suis mis dans l'eau, j'ai rien à faire. Ah la ch... Ah, Bernian. Alexis Lebrun, bravo à lui, on félicite. Champion d'Europe en simple, champion d'Europe en double,